Donc je suis né le 6 janvier 1932 à Roquelange-sur-Gers, un petit village situé entre Glon et Ébène-et-Malles. Je suis le numéro 5 d'une fratrie de 7 et la généalogie Castermans remonte à 1385 dans les environs, à 4 km de l'endroit où moi je suis né. Donc c'est assez particulier. Le 10 mai 40, nous avons été réveillés par les coups de canon et les explosions du fort d'Ébène-et-Malles. Et 2 jours plus tard, nous avons été alignés devant la maison, sur la rue, devant la maison, par les Allemands, sous la menace d'une mitrailleuse, et nous avons dû assister au défilé des envahisseurs, comme on les appelle. Bonjour. Au mois d'août 40, mon père a eu la mauvaise idée de décéder de maladie, et donc ma mère s'est retrouvée avec ses 7 enfants au début de la guerre. Moi-même, j'ai eu, en février 42, un accident de luge en descendant une pente abrupte, en chousse. Je suis rentré dans un arbre et je me suis cassé les deux fémurs, ce qui m'a valu 8 semaines d'hôpital à Liège, à l'hôpital de Bavière, dans un plâtre depuis la taille jusqu'aux orteils. Mais heureusement, je n'en ai eu aucune mauvaise séquelle et ça ne m'a pas empêché après de faire du sport et de devenir pilote. Pendant la guerre, à partir de 42-43, j'ai toujours été très fasciné par les bombardiers américains qui passaient au-dessus de la région en route vers l'Allemagne pour les bombardements, et surtout par les chasseurs qui les accompagnaient, qui les protégeaient. Donc ça a été mon premier attrait vers l'aviation. Mes humanités ont été très perturbées à cause de la guerre, justement. J'ai fait ma 6e latine au collège Saint-Adelin à Visé, mais après un an, les ponts sur la Meuse et le canal Albert avaient été détruits par les bombardements, donc on ne pouvait plus atteindre Visé. À ce moment-là, j'ai fait ma 5e latine à Herstal, au collège Saint-Lambert à Herstal. Et puis à la fin de la guerre, en 1945, ma mère a déménagé avec ses 7 enfants à Bruxelles, et c'est là que j'ai terminé mes humanités à l'Athénée de Schaerbeek. Entre-temps, en 1948, j'avais eu l'occasion d'assister au meeting aérien des Verts, sur l'ancienne plaine des Verts. Et j'y avais vu, entre autres, la patrouille des Tempes, où ils travaillaient à 3 avions reliés par des cordons. J'y avais vu le Spitfire, les premiers Météores et d'autres avions. Et c'est là que ça a fait clic et j'ai décidé, je veux devenir pilote. J'ai donc terminé mes humanités en juin 50 et avec mon diplôme en main, je suis rendu à la place d'Ailly, dont nous venons de parler, où se trouvait l'état-major général de la force aérienne, où j'ai été reçu par le major Allais, qui s'occupait donc du recrutement des élèves pilotes. Il m'a proposé de rentrer tout de suite à la force aérienne, mais je voulais d'abord avoir un peu de congé. Donc ce n'est que
au mois de décembre 1950 que j'ai été convoqué pour les tests médico-sportifs à la caserne Jérusalem, au centre médical de la force aérienne chez le major Évrard. Et là, tout se passait bien jusqu'au moment où j'ai dû faire le step test. Le step test, donc, qui consiste en monter et descendre d'un tabouret pendant 5 minutes au rythme d'un métronome. Et là, après les 5 minutes, mon cœur battait tellement fort que tout le bâtiment en tremblait pratiquement. Et le chef infirmier là, est venu me voir et il m'a dit « Toi, mon gars, tu ne seras jamais pilote. » Heureusement, il a eu tort. Et c'est donc le 29 janvier 1951 que je me suis présenté à cette même caserne Jérusalem, mais dans les bâtiments administratifs, pour signer mon contrat d'engagement de candidat élève pilote, candidat officier auxiliaire. Et c'est là que, au milieu d'une soixantaine de candidats, qui étaient tous là pour signer leur contrat d'engagement, j'ai rencontré un certain Bernard Neves, que je ne connaissais pas, mais nous sommes tombés l'un sur l'autre, et nous sommes devenus, il est devenu mon frère d'armes, nous sommes devenus des amis, jusqu'à, malheureusement, son décès lors de son accident le 7 novembre 1965 à Gênes dans un SF 260. Nous étions à ce moment-là des VC, des volontaires de carrière, mais je ne sais pas pour quelle raison, nous étions payés comme les miliciens, c'est-à-dire 10 francs par jour, ce qui correspondrait aujourd'hui à 25 cents d'euros. On ne savait pas faire grand-chose avec ça, même à l'époque. De là, nous sommes partis à Safranberg pour notre centre d'instruction, le CI, dans les ruines de l'école technique qui avait brûlé l'année précédente. Et nous étions là sous les ordres du lieutenant Soumois, qui avait un grand chien avec lui, et il disait « N'ayez pas peur, le maître c'est comme son chien, il aboie très fort, mais il n'est pas méchant. » Et c'est là que nous avons appris à faire le drill à la belge à l'époque, que nous avons appris les règlements militaires. Nous avons aussi appris les grades, c'était essentiel. C'était d'ailleurs après l'examen sur les grades que l'on pouvait, oui ou non, sortir le week-end pour rentrer à la maison. Après ces 4 semaines de CI, nous sommes partis à Wevelgem, près de Courtrai, pour le DEPE, le détachement de l'école de pilotage élémentaire de Gossoncourt, où nous avons d'abord suivi des cours au sol, sur la météo, les principes de vol, les instruments, la navigation, etc., etc. Et puis nous avons commencé à voler sur les SV4. Mon moniteur était le lieutenant Deneyer, appelé Nénès. Et après environ 7 heures de vol, il m'a dit « Voilà Georges, ça marche bien. Tu pourrais être solo, mais à Wevelgem, on ne pouvait pas voler en solo à l'époque, parce qu'on devait atterrir dans le vent, donc très souvent en travers de la piste, sur cette plaine qui était très étroite entre le chemin de fer et la route principale. Donc on était déclaré pré-solo, et c'est là qu'on nous a demandé
si nous étions volontaires pour partir aux États-Unis comme candidat élève pilote. La plupart ont répondu positivement, mais quelques-uns ont dit non, moi, ma maman ne veut pas, moi j'ai une fiancée en Belgique, mon papa aimerait bien que je reste. Bon, ils sont restés en Belgique malheureusement. Certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Et c'est comme ça que le 15 avril 1951, ce fut le grand départ vers les États-Unis. En DC-6 Sabena, piloté par le commandant Jaspy à l'époque, que j'ai retrouvé d'ailleurs à la fin de sa vie, avec qui nous avons lié amitié. Un homme charmant, formidable. Et là, nous avons fait un vol affreux, parce que à l'époque, on volait en DC-6, donc de Bruxelles à New York, mais avec 2 escales, d'abord à Shannon en Irlande, et puis nous avons été à Goose Bay au Canada, parce que Gander était bloqué par le mauvais temps. Et enfin, nous sommes arrivés à New York, après une vingtaine d'heures. Et puis, à New York, on nous a directement transbordés dans un C-46 Commando de la US Air Force pour partir jusqu'au Texas, avec encore une escale à Columbus, Mississippi. Si bien que nous avons eu un vol affreux de plus de 30 heures de vol, plus toutes les escales. On ne savait plus si c'était le jour, la nuit, où on en était, ce qu'on mangeait. C'était d'autant plus qu'on avait en plus aussi traversé un front au travers des États-Unis, dans lequel nous avions été secoués comme terriblement. Mais enfin, arrivé à Goodfellow Air Force Base, à San Angelo, là, on nous a confinés, comme on dit aujourd'hui, dans 2 baraques en bois, où nous avons dû rester pendant 4 semaines, avec les seules sorties qui nous amenaient en rempart 3, soit à la cafétéria pour les repas, soit à l'école pour les cours au sol, où nous suivions déjà des cours au sol sur les différents aspects qu'on avait déjà en partie couverts comme candidat à Wevelgem. C'est là qu'on a appris la discipline un peu ridicule à l'américaine, mais par laquelle il fallait bien passer, où on devait cirer ses chaussures, on devait se raser tous les matins, même si on n'avait pas de barbe. Au restaurant, à la cafétéria, on devait manger à l'américaine, c'est-à-dire qu'on pouvait découper la nourriture à 2 mains, mais après ça, il fallait passer la fourchette à la main droite et il fallait manger en carré, monter en hauteur de la bouche, manger, redescendre, et tout ça avec la main sur les genoux, sous la table. On ne pouvait pas regarder ni à gauche ni à droite. Don't gaze, mister, comme on disait. Quand on voulait demander du sel ou de l'eau ou du lait, il fallait rester figé et dire « Passez-moi le sel, s'il vous plaît » ou « Passez-moi l'eau, s'il vous plaît », mais sans regarder ni à gauche ni à droite. Après ça, après ces 4 semaines de confinement, nous sommes entrés alors dans les escadrilles de cadets, où là, à l'américaine, toute la discipline était régulée par les cadets, entre cadets, en 4 niveaux de classe, 4e classe, 3e classe, 2e classe, 1re classe. Et c'était les cadets des classes supérieures qui réglaient tous
l'ordre, la discipline, etc. Pendant les 6 premières semaines de ce séjour parmi les cadets, nous étions la 4e classe, c'est-à-dire les infects. On devait marcher pour se déplacer, pour aller soit au courrier, soit au magasin, soit autre part. Quand on était seul, on devait marcher en drill. Quand on arrivait à un carrefour, il fallait s'arrêter et faire toute une gymnastique pour regarder s'il n'y avait rien à gauche, rien à droite, rien devant, rien derrière. Et à ce moment-là, on pouvait traverser la route. On se faisait arrêter continuellement par les cadets des classes supérieures qui demandaient: avez-vous ciré vos chaussures? Vous êtes-vous rasé? Avez-vous fait ceci? Avez-vous fermé tous les boutons de la chemise? Avez-vous bien votre gig line? La gig line, c'est, je ne sais pas, c'est la ligne qui va de la chemise à la boucle de ceinture et à la ligne de la braguette, qui doivent être bien alignées. Si ce n'est pas bien aligné, on se faisait punir, on avait un démérite, comme on dit, ou un gig. C'est pour ça qu'on appelait ça la gig line. Heureusement, à ce moment-là, nous avons commencé les cours en vol, ce qui était le but malgré tout. Sur T6, le T6G, qui était un avion, disons déjà presque un petit monstre par rapport à l'SV4, avec son moteur de 900 chevaux, avec une hélice à pas variable, un mixture, donc un réglage de l'arrivée du carburant, avec un train rentrant, avec des flaps et un moteur puissant. Cet avion ressemblait déjà plus au chasseur de la guerre que à l'SV que nous avions connu au départ à Wevelgem. Tout se passait bien. Mon moniteur s'appelait Lieutenant Guy. C'était un jeune moniteur qui avait reçu ses ailes, fait un cours de moniteur et était devenu directement moniteur. Donc il n'avait pas grande expérience. Mais tout se passait bien, le vol général, l'acrobatie, les atterrissages, etc. Tout marchait bien jusqu'au moment où nous avons commencé le vol aux instruments, sous la capote. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça a commencé à foirer. J'ai eu un pink slip, comme on disait, c'est-à-dire un satisfactory, un deuxième pink slip. Et heureusement, le responsable du squadron a remarqué qu'il y avait un problème et il m'a changé de moniteur. Et j'ai reçu un nouveau moniteur, un ancien, beaucoup plus âgé, beaucoup plus expérimenté. Et le vol aux instruments s'est passé comme une fleur. Et c'est d'ailleurs resté dans toute ma carrière un des points forts de mes capacités, qui m'ont même permis de faire des décollages et des atterrissages en pratiquement 0-0 condition, c'est-à-dire 0 visibilité et 0 plafond. Donc, où on ne voyait la piste qu'au moment où on était le nez dessus, ou bien pour le décollage, on ne voyait que une ou deux lampes de la piste et la ligne blanche au milieu de la piste. Nous avons donc fait 140 heures sur T6G et après ça, c'était donc ce qu'on appelait à l'époque le Basic Training. Nous sommes passés alors en Advanced Training
toujours au Texas, pour nous, malheureusement, à Bryan Air Force Base. Une autre partie de la promotion avait été plus chanceuse. Ils étaient partis à Williams Air Force Base, près de Phoenix, dans l'Arizona, qui était un endroit déjà plus civilisé, alors que nous étions au milieu de in the middle of nowhere, dans le Texas profond. Et là, nous avons fait tout d'abord 80 heures de T-28, un avion assez spécial, tricycle, avec un immense canopy en forme de bulle, mais qui était encore plus puissant que le T6, avec un moteur de 1200 chevaux, et qui était très agréable à voler. Pendant cette phase-là, une chose particulière, on faisait ce qu'on appelait des dual rides, c'est-à-dire qu'on volait, après avoir volé régulièrement avec le moniteur, on volait parfois en double à 2 élèves, dont un sous la capote. Donc pour faire pour s'entraîner aux instruments. Et là, j'ai eu quand même 2 fois, sur les 3 vols en dual que j'ai fait avec mes collègues du même moniteur. La première fois, je volais avec un Français, Bankowski, il s'appelait, un nom typiquement français. Et il était lui en siège avant et moi sous la capote. Et juste après le décollage, il m'a dit « enlève ta capote ». Et il est resté au ras du sol et il est parti au ras du sol, au ras des arbres, jusqu'à Galveston, au golfe du Mexique. Au Radada, on voyait les poules, on voyait les chevaux, on voyait les moutons. Et derrière, j'étais là, je ne pouvais rien faire, c'était lui qui pilotait. Je paniquais. Heureusement, on n'a pas été pris, sinon c'était rayé du programme aussi sec. Une deuxième expérience malheureuse que j'ai eue en dual, c'était avec Guy Breunings, un Belge, qui est resté mon ami aussi pendant de très longues années en Belgique. Et lui, nous avions fait du vol aux instruments. À un moment, il a dit « Ok, Georges, je prends l'avion maintenant. Je vais te montrer quelque chose. » Il faut dire qu'il avait, avant d'être élève pilote, il avait un brevet de pilote. Il volait à Keerbergen. Il nous avait d'ailleurs emmenés à Keerbergen, à l'aérodrome, où nous avions volé en Tiger Moth, sur lequel il avait son brevet de pilote, et où il nous avait déjà démontré des vrilles, de l'accro, etc. Et là, il voulait me montrer un renversement. Je vais te montrer un renversement. Et il est parti dans une tentative d'enversement, de renversement. Mais il faut dire que le T-28 était un avion qui ne pouvait pas voler sur le dos. Donc il avait ce qu'on appelait un sump, c'est-à-dire un tuyau qui, quand on volait sur le dos, éjectait l'huile du moteur à l'extérieur. Et ayant raté son renversement, nous nous sommes retrouvés à l'endroit à l'envers, etc. Et quand nous avons atterri, tout l'avion était plein d'huile. Et les mécanos étaient venus et avaient inscrit SHIT dans l'huile tout le long du fuselage. Naturellement, il a fallu aller s'expliquer chez le commandant d'escadrille.
Heureusement, Guy Brunnings a dit, il a pris toute la responsabilité de l'action et le commandant d'escadrille nous a quand même pardonné et nous avons pu continuer dans l'entraînement. Une fois de plus, mon ange gardien était présent et avait sauvé la mise. Après ces 80 heures de T-28, nous sommes passés sur T-33. C'était le jet training. Le T-33, donc le Lockheed T-33, qui est la version biplace du F-80, le chasseur américain. Et là, c'était une sensation bizarre. Ce premier vol en altitude, avec d'abord un casque intégral, un masque à oxygène, et respirer l'oxygène. Et je dois dire que ça m'avait fait une très mauvaise impression. Mais ça a disparu très vite. Et après 3-4 vols, on était solo, puisqu'on avait quand même déjà une très bonne expérience de vol. On volait de temps en temps sur F-80, justement, parce qu'il y avait quelques F-80, qui étaient à ce moment-là le chasseur qui était utilisé par les Américains en Corée, qui a été remplacé heureusement par le F-86 par après. Mais c'était une sensation, on volait déjà sur un chasseur alors qu'on n'était encore que des élèves pilotes. Pendant cette phase, à la fin de cette phase de T-33, on a fait ce qu'on appelait le Weekend Cross Country. Donc, une navigation à travers les États-Unis. Le moniteur et ses trois élèves, donc moniteur avec un élève dans son avion et les trois autres solo. Et nous sommes partis de Bryan au Texas jusqu'à Albuquerque au Nouveau-Mexique, de là à Ogden, Hill Air Force Base en Utah, redescendu à Williams Air Force Base près de Phoenix en Arizona, avec un passage dans le Grand Canyon. Ça se faisait encore à l'époque. Je suis descendu, moi j'étais le numéro 4 derrière, tout à l'arrière. Je suis descendu vraiment dans le fond du Grand Canyon. Et puis encore un 4e vol le même jour de Williams jusqu'à El Paso au Texas. Donc ça nous avait fait plus de 6 heures de vol en une journée, en 4 vols. Le soir, nous sommes sortis across the border au Mexique. Nous avons été à Ciudad Juárez, comme on dit, où nous sommes sortis, nous avons été faire les boîtes là-bas. Et puis nous sommes rentrés assez tard, et le lendemain matin, nous devions repartir de El Paso jusqu'à Bryan. Mais à 19 ans, moi, je n'avais pas l'habitude de boire, et la tequila m'avait mis dans un état assez désagréable. Et j'ai demandé à mon moniteur, alors que je devais faire le dernier vol en solo, j'ai demandé à pouvoir le faire dans son backseat, de prendre place donc en siège arrière, derrière lui, et de me laisser traîner jusqu'à Bryan. Après ça, le 1er mai 1952, j'ai eu de nouveau la présence de mon ange gardien, parce que le commandant d'escadrille d'entraînement avait décidé de faire un vol de survol de la base à 16 avions. Nous étions donc à quelques jours de la remise des ailes. Nous étions pratiquement, l'entraînement était pratiquement terminé et il voulait faire un show. Donc nous sommes partis à 16 avions. J'étais moi le numéro 2 de la 3e section, donc j'étais le numéro 10 dans les 16 avions. Et nous avons fait quelques passages sur la base, dans une belle formation, tout se passait bien.
Et puis, il a pris un peu d'altitude et tout d'un coup, il a déclaré « échelon à droite ». Les avions en échelon à droite. Donc, nous devions tous nous mettre en échelon sur la droite. Tu te rends compte de ce que ça représentait, de ce que ça pompait là à l'arrière. Et puis il est parti dans des manœuvres, d'abord descente, remontée, un tonneau. Et à ce moment-là, naturellement, toute la formation s'est disloquée. On n'en sortait pas. On s'est regroupé alors en sections de 4 avions. Et mon leader, moi, était un nom en ski. Un gars qui revenait de Corée. Et à un moment, il a dit à l'élève pilote qui était derrière lui, donc dans le siège arrière, il a dit « Je vais te montrer comment on lâche un MiG qui te poursuit ». Et il est parti dans un piquet à la verticale, jusqu'à la vitesse maximum. Et puis, il est parti dans une remontée en flèche. Et là, tout d'un coup, j'ai vu le sol qui se rapprochait, mais à pleine vitesse. J'ai tiré dans le stick à 2 mains. Je me suis retrouvé à la verticale en voyant quand même mon leader qui était là-bas tout en haut. Mais à l'atterrissage, on s'est rendu compte que j'avais tiré 12 G. Et les mécanos m'ont appelé pour me montrer que en bout d'aile, il y avait des rivets qui avaient sauté tout le long du bout d'aile. Heureusement, là aussi, mon ange gardien m'avait sauvé la vie. Et heureusement aussi, le moniteur a été expliqué que c'était de sa faute et je n'en ai pas été puni, je n'étais pas responsable. Et enfin, le 10 mai 1952, c'était le grand jour, la remise d'ailes. Nous recevions nos précieuses Silver Wings et la fin de notre entraînement et nous étions devenus des pilotes. Il faut dire que à l'époque, c'était l'époque de la guerre de Corée, ma promotion qui s'appelait la 52C, 52 Charlie, c'est donc parce que c'était la 3e promotion de l'année qui recevait ses ailes sur les 8 promotions qu'il y avait à ce moment-là sur une année. Et il faut dire que ma promotion, la 52 Charlie, a vu 450 pilotes brevetés sur 5 bases différentes. Et ça, 2 bases de jet, donc sur T-33 et F-80, une base sur B-25, une base sur F-51 Mustang, et une base même sur T6, parce qu'il n'y avait pas assez d'avions pour former les pilotes sur d'autres avions que de T6. Donc 450 pilotes dans une seule promotion. Et voilà, donc nous sommes rentrés par New York, où nous avons eu 5 jours de congé, où nous avons visité la ville, nous avons pu en profiter. Et puis, nous sommes rentrés en Belgique, où là, nous avons eu quand même également un petit congé. Parce que les congés n'étaient pas nombreux pendant l'entraînement, mais malgré tout, en décembre 51, pour Noël et Nouvel An, nous avions eu l'occasion d'aller à New Orleans, à la Nouvelle-Orléans, où nous avions passé une semaine formidable dans le vieux quartier, avec toutes les boîtes de jazz et tous les bistrots et tout ce qu'il y avait de beau à voir à la Nouvelle-Orléans.
Et voilà, nous sommes rentrés en Belgique.